Bienvenue sur TV 78 si vous venez de nous rejoindre, édition spéciale aujourd'hui de votre 7-8 dossier dans le cadre de l'Université des mairies des Yvelines et des Hauts-de-Seine 2021. Nous allons au cours de la prochaine demi-heure parler de la première année de mandat atypique vécue par les nouveaux maires. Nos invités sont 4, leur point commun, ils ont été élus à la tête de leur commune en 2020. Bonjour Claire Chéret, maire de Cernay-la-Ville, et Julien Chambon, maire de Houille. Bonjour à vous deux. Bonjour. Deux communes des Yvelines, et puis bonjour également à Nadège Azaz, maire de Châtillon, et Pascal Pelin, maire de Villeneuve-la-Garenne, deux communes des Hauts-de-Seine. Bonjour à vous. Bonjour. Cette première année de mandat a été très particulière en raison de la crise sanitaire, déjà sur la prise de fonction. Claire Chéret, peut-être pour commencer du côté de Cernay, vous avez été élue dès le premier tour, mais la prise de fonction a été plutôt longue, avec une passation de pouvoir un peu suspendue. Comment vous avez vécu cette période ? Oui, en effet, c'est tout à fait, pour quelqu'un qui vient juste d'être élu, c'est tout à fait particulier puisque nous nous étions préparés à prendre nos fonctions à l'issue du premier tour dans les jours qui suivaient, au 5e jour. Et puis finalement, la veille du conseil municipal programmé, nous avons appris que les choses étaient différées. Et puis nous avons dû du coup travailler en duo. Alors pour ma part, ça s'est bien passé parce que j'étais déjà dans l'équipe sortante, j'étais conseillère en charge du scolaire. Donc j'ai travaillé en duo avec l'ancien maire, monsieur René Mémin, avec qui j'avais des très bonnes relations. Donc ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation inédite, particulière, à la fois qui pourrait être confortable parce que d'une certaine manière, on prend les rênes progressivement et tranquillement. On se fait une passation, on se passe les dossiers, et en même temps, c'est un peu frustrant parce qu'on a quand même envie, une fois qu'on est élu, de prendre vite nos fonctions, de mettre vite les choses en place. Et pendant ces 2 mois, on n'était pas décisionnaires puisque nous avons pris nos fonctions le 23 mai. Donc les choses nous ont paru longues, en particulier pour les autres élus, les adjoints, les conseillers qui, eux, étaient encore moins à la manœuvre que moi. Pour les autres élus présents, il a fallu un second tour. On se souvient qu'il y a eu quelques mois d'attente entre l'organisation du premier et du second tour. Il a fallu laisser donc aux anciennes équipes le pouvoir et puis ensuite peut-être changer des choses une fois arrivé aux affaires. Comment s'est passée cette période ? Peut-être Pascal Pelin du côté de Villeneuve-la-Garenne. C'était une période compliquée parce que c'est vrai qu'on arrive au premier tour et puis le lendemain, on ne sait même pas si le deuxième tour va avoir lieu. Donc, on a quand même vécu 2-3 mois un petit peu compliqués. Une campagne suspendue sans être suspendue, en pleine crise sanitaire, donc c'est vraiment pas évident. Et puis, le deuxième tour arrive, donc on gagne le deuxième tour, mais on est installé le 5 juillet. Et vous imaginez bien, on a un mois de juillet terrible où on enchaîne les conseils municipaux. Je crois qu'on en fait 3 en 2 semaines. Où on vote le budget et après le mois d'août arrive. Et le mois d'août, c'est quand même une période qui est un peu morte. Donc voilà, donc c'est une période qui n'a pas été simple et où il a fallu justement commencer à se réorganiser. Moi, sur Villeneuve, il y a eu 3 maires en 70 ans. Donc, le dernier maire est resté 1 an. Donc, vous imaginez bien, on bouscule les choses un petit peu et c'est vrai que on n'est pas arrivé dans les meilleures conditions, clairement. Du côté de Châtillon, à présent, on reste dans les Hauts-de-Seine. Pareil, c'est-à-dire que on a effectivement le premier tour où nous arrivons également en tête. Il y avait 3 listes face à nous. Dès le lendemain, nous rentrons en période de confinement, ce qui est quelque chose qui a été compliqué, mais pour nous tous, avant toute chose en tant que citoyenne et en tant que citoyen, avec une réorganisation totale au niveau de la campagne parce qu'évidemment le confinement nous empêche d'aller à la rencontre de la population. On était, je rejoins ce que dit mon collègue Pascal Pelin, pas de possibilité de savoir réellement quand vont se tenir les élections. On nous parlait d'ailleurs de décaler même de plusieurs mois. Et puis, la nécessité aussi de répondre à des nouvelles attentes de la population, parce que sur fond de crise sanitaire, on se rend bien compte que nos propositions, elles doivent aussi bien prendre en compte ces nouvelles aspirations.
Et puis oui, on est effectivement élu fin juin avec des conseils municipaux qui se succèdent. Nous, avec une transition qui se fait de manière difficile parce que c'était une municipalité qui était en place depuis 37 ans. Donc une convergence de difficultés, mais j'ai envie de vous dire qui nous pousse aussi à nous dépasser, à nous adapter et à faire preuve d'agilité. C'est en ça peut-être qu'il y a du bon. Est-ce qu'il a fallu aussi revoir peut-être vos priorités, celles qui étaient annoncées dans vos programmes? Je pose la question à Julien Chambon pour oui. Non, je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que c'est un mélange de... La crise, elle vient un peu remettre des choses en priorité. Donc, vous avez des thématiques qui vont être indispensables, de la solidarité, de la santé. Donc, des choses très clairement où il y a un besoin, il faut y répondre. Et c'était pas systématiquement ce qui était mis en avant. Mais peut-être pour reprendre la dynamique de lancement d'un mandat, c'est vrai que ça a été à la fois des opportunités aussi peut-être de rebattre des cartes. À un moment de crise, finalement, vous pouvez plus faire comme avant. Vous pouvez plus faire comme vous aviez l'habitude de. Donc, ça peut être une opportunité de rediscuter avec les équipes, avec la nouvelle équipe d'élus, l'administration. Donc, ça peut être positif. En revanche, et bon, ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt observé dans le temps. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Malgré tout, c'est très dur pour les administrations d'être systématiquement dans ce stop and go, quoi. C'est-à-dire qu'on y va, on lance quelque chose et puis on s'arrête parce qu'il y a une urgence, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a un cluster, parce que vous avez une partie des agents qui sont à l'arrêt. Et puis on relance et puis ça se réarrête. Donc là, j'avoue que c'est vraiment la spécificité de cette période finalement qu'on a tous connue, mais comme tous les Français, on retrouve un peu de liberté, on revient en arrière, on se reconfine. Donc l'organisation, l'administration, elle est comme toutes les organisations humaines. Ça, pour le coup, c'est assez difficile pour lancer la dynamique de début de mandat, je dirais. Début de mandat atypique en bien des points. La gestion de crise qui devient presque une habitude. Comment on organise ces services dans ce mode de fonctionnement? Je lance un peu la question aux différents élus qui sont là. Je crois qu'on fait preuve de réactivité. Allez-y, oui, c'est vrai qu'effectivement, en visio, c'est pas toujours très facile. Je vous en prie, allez-y. Je pense que le maître mot, c'est la réactivité, parce que on se rend compte que les choses, parfois, on est alerté simplement quelques heures avant de devoir les mettre en place. La concertation avec les élus locaux n'est pas forcément toujours ce qu'on imagine. Je pense notamment au niveau des protocoles sanitaires dans les écoles, où il faut vraiment qu'on puisse très rapidement changer un certain nombre de choses. Quand on passe cet automne à la nécessité, une fois de plus, de ne pas brasser les enfants, notamment à la restauration scolaire, ça veut dire qu'on est obligé bien de mobiliser du personnel supplémentaire. Et puis, moi, un épisode qui restera quand même quelque chose d'assez marquant, c'est quand il y a l'obligation, vous savez, du port du masque pour les enfants de plus de 6 ans à l'école. Sachant qu'en tout début de rentrée scolaire, on avait posé la question sur un certain nombre d'événements où on prévoyait effectivement des masques pour les enfants, où on nous avait dit attention, la doctrine scientifique, c'est de ne surtout pas faire porter de masque aux enfants. Bon, et puis en fait, je crois qu'on était en plein milieu des vacances de la Toussaint, où on apprend que quelques jours après, eh bien, il fallait que tous les enfants, donc en élémentaire, soient aussi munis de masques. Et là, tous, eh bien, on a dû faire preuve de réactivité parce que certes, c'était une charge qui pesait sur les familles, mais on est aussi obligé, eh bien, de les accompagner. Donc voilà, on a aussi, je crois, développé un système de solidarité entre villes, notamment au niveau de nos territoires, de nos bassins territoriaux, des villes voisines. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est très appréciable. Ce qui a manqué, c'est le manque de communication de la part de l'État et des directives que vous appreniez un peu à la dernière minute. C'est comme ça que vous l'avez vécu, Pascal Pellin, par exemple? Oui. Mais c'est vrai que à chaque nouvelle intervention du Premier ministre, on a une conférence téléphonique avec le préfet le lendemain pour préciser les choses. Mais on est sur le qui-vive, nos équipes, nos agents, ils sont épuisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un an de travail dans ces conditions-là, c'est vraiment très difficile. Et comme le disait ma collègue Nadège Azaz, notamment dans les écoles ou dans d'autres services municipaux, ils sont en première ligne depuis de très longs mois. Donc oui, on doit s'adapter, c'est clair, tous les jours. Et puis on est là et c'est
une posture d'hyper-proximité qui est nécessaire, mais qui est très difficile pour toutes les équipes. Avec un personnel sur le terrain qui forcément est fatigué. Pour Cernay, par exemple, c'est peut-être encore plus difficile dans une commune aussi petite aussi. Vous êtes la représentante de la plus petite des communes sur ce plateau, 1600 habitants. Oui, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir permis aux villages ruraux, aux petits villages ruraux d'être représentés dans cette émission. Oui, en effet, nous, on est une toute petite commune, 1600 habitants, 3 agents administratifs et 4 personnes au service technique. Et c'est vrai que là, il faut vraiment saluer leur engagement, leur sens du service public, parce que nous, pendant tout le premier confinement, par exemple, ce sont les agents qui allaient porter les courses aux personnes âgées qui ne souhaitaient pas sortir de chez elles. Donc, on a vraiment fait jouer la solidarité entre voisins, entre Cernésiens, mais aussi les agents se sont très fortement impliqués. D'ailleurs, ils ont toujours souhaité venir travailler même pendant le premier confinement. Et c'est vrai que voilà, solidarité et puis adaptabilité, comme disait Nadège Azaz, avec une interaction nécessaire aussi avec les agents de l'éducation nationale, avec les enseignants. J'ai le souvenir de ce week-end de l'Ascension où nous avons eu le protocole sanitaire le vendredi soir pour une mise en œuvre le lundi. Donc on a passé le week-end avec tous les agents pour essayer de mettre en place les choses à l'intérieur de l'école, pour que les choses se passent en toute sérénité le lundi. Et j'avoue qu'on continue à faire comme ça, puisque quand Jean Castex s'exprime à la télévision, en général, nos portables commencent à sonner dans la demi-heure qui suit, et on est déjà en train d'essayer de voir avec les différentes associations, avec tous ceux qui sont impactés par les nouvelles mesures, comment on va pouvoir très vite les transposer dans les jours qui viennent, avec des fois des informations que nous n'avons pas, parce que moi je n'ai pas de conférence téléphonique avec le préfet le lendemain, donc en général je dois attendre des informations qui arrivent parfois plus lentement de la préfecture. Savoir gérer l'exceptionnel, c'est devenu la mission première du maire, avec un cas alors encore plus particulier, si on peut faire juste une parenthèse sur la situation de Houille avec Julien Chambon. Vous avez été victime aussi d'une cyberattaque. Alors là, pour un début de mandat, c'est encore mieux. Oui, je pense qu'en termes de virus, on n'est pas encore vacciné, mais presque. On aimerait bien s'en passer. Non, mais c'est vrai que ça vient se cumuler. Bon, c'est un accident, on va dire, un peu industriel pour la collectivité, parce que pendant plusieurs semaines, c'est le blackout. Vous pouvez plus produire le service public en termes d'inscription, donc vous devez trouver des alternatives. Vos logiciels sont complètement en panne. Et puis surtout, nous, ce sont les données avec lesquelles on fonctionne, qui sont parfois là dans la machine depuis très longtemps, depuis des années, qui nous permettent d'enrichir et de produire le service aux habitants, ou parfois tout simplement, comme je vous disais, de produire une inscription à la cantine. Si on n'a pas la fiche de l'enfant dans le logiciel, ça fonctionne pas. Donc il faut remettre tout ça en machine, en route. Et ça fait partie des grands temps forts de désulement. Il faut en tirer un enseignement à chaque fois et trouver les moyens de rebondir. Donc nous, par exemple, sur le digital, très clairement, c'était des questions qu'on voulait se poser. La pandémie avait quand même mis ces priorités-là un peu dans un second temps. La cyberattaque est venue remettre ces priorités de l'organisation d'une ville, la façon dont on digitalise les services ou pas, dont on sécurise le stockage des données. Il a fallu traiter la question un peu dans l'urgence et puis poser les bases aussi dans le premier budget de cette année 2021, re-questionner les priorités et mettre l'argent où il y avait besoin. On n'a pas le choix, c'est la réalité. C'est le travail d'un maire, d'une administration. Quand on doit produire un service, quand on a une population en face de nous, à un moment donné, il faut y aller, on ne peut pas attendre. Et vous avez pu mettre en place quelques-unes de vos priorités malgré tout. Là, on est après 10 mois de mandat à peu près. Si je regarde les dates de prise de fonction, mais vous avez mis en place des choses déjà significatives dans votre commune, oui. On va être très humble. Moi, c'est encore une fois un début de mandat, c'est toujours compliqué parce qu'on fait un peu l'inventaire, on fait le diagnostic, on fait les audits et puis on commence à positionner les premières architectures, le premier système pour justement rendre le champ des possibles ouverts pour la suite du mandat. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est très difficile dans ce début de mandat. C'est pouvoir vraiment fabriquer les conditions qui permettent la réalisation du projet politique pour les années à venir. Que ce soit en termes d'investissement, en termes de fonctionnement. Vous voyez bien, une administration, nous, c'est 600 agents à Houille. Si vous voulez un petit peu changer sa culture, changer son organisation, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas en 15 jours, ça se fait sur le temps, avec les agents, avec l'administration. C'est toute cette dynamique-là qui est très difficile à enclencher humainement quand on a des priorités à gérer, un service public minimum à maintenir, des agents eux-mêmes impactés, et puis surtout une fatigue humaine, nerveuse, que tout le monde partage, que n'importe quel Français partage. Donc ça, c'est important. Et puis,
budgétairement, dégager des marges de manœuvre quand vous avez vos recettes qui ont chuté, vos recettes fiscales qui sont un petit peu chamboulées, quand vous ne savez pas exactement où vous pourrez rediriger l'argent. Donc, je pense qu'il faut être très humble, prudent pendant cette période de transition. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que derrière, on va avoir un plan de relance, l'État va nous solliciter sur des nouveaux projets. Enfin, excusez-moi, mais produire un projet avec des pré-devis, des pré-études, avec le contexte qu'on a connu, en fait, c'est très compliqué. On a ces deux temps qui se mélangent, préparer l'avenir, gérer l'incertitude du présent. Et là, vraiment, c'est un peu un grand écart. À Villeneuve-la-Garenne, vous avez fait le même constat, ou est-ce que vous avez réussi aussi à mettre en place des choses parmi les différentes priorités que vous aviez dressées pendant la campagne ? On avance, mais c'est vrai qu'en plus, la population est impatiente. Donc, c'est ça qui est difficile, expliquer aussi que tout ne peut pas venir tout de suite. J'arrive dans une commune qui a des difficultés financières en plus. Cumulé à cette crise, c'est pas évident. Donc, le temps du projet n'est pas celui de l'habitant. Et donc ça, il faut arriver à le faire comprendre. Après, oui, effectivement, on commence à mettre en place certains de nos projets. On n'avait pas de police municipale, une police municipale qui était avec un effectif très faible, et donc on est en train de démultiplier les agents de police municipale. Et puis on a un grand projet autour du centre-ville, comme beaucoup de villes en petite couronne parisienne, et on est en train de lancer ce projet-là, et donc la construction d'un nouveau marché va être lancée. Mais il y a une véritable attente de la population, et c'est des fois difficile quand on arrive, nouvelle équipe, de se faire comprendre de la population qui est vraiment très impatiente. Vous arrivez, donc vous devez agir tout de suite, mais c'est pas si évident en fait. Et à Châtillon aussi, la population est impatiente ? La population, elle est évidemment impatiente, et je crois qu'on modifie aussi les usages, c'est-à-dire que je le répète, cette crise sanitaire, elle nous oblige aussi à nous réinventer. Nous, on a fait du cœur vraiment de la gouvernance municipale la question de la concertation, de la démocratie participative, notamment sur les questions de cadre de ville, notamment sur les questions d'urbanisme, où on a quand même réussi à lancer une enquête publique pour la modification du plan local d'urbanisme, pour réussir à cadrer un peu les choses, pour que la ville puisse réatteindre un certain niveau en termes de végétalisation. On axait évidemment tout ce projet-là sur la concertation, sur la vie des habitants. Et on est obligé, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas réunir les habitants comme nous le souhaiterions, parce que nous sommes obligés par les mesures barrières, aujourd'hui, maintenant, par le confinement, de réinventer aussi cette concertation. Donc, mais comme les administrations le font, nos agents sont aussi beaucoup en télétravail pour ceux qui le peuvent, comme les entreprises le font, ça va être de la digitalisation, ça va être par le biais de visioconférences qu'on va aller à la rencontre des habitants. Alors, quand on s'engage en tant que maire, parce que c'est un engagement, c'est vraiment une vocation, c'est aussi parce qu'on aime la proximité de nos habitants. Sinon, on ne fait pas ce mandat. Et je crois que je peux le dire, moi, ce qui me manque le plus, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on est sans cesse contraint, en fait, dans l'organisation de réunions publiques, dans l'organisation d'événements. On lance des choses. Moi, je prends un exemple tout simple. On avait organisé un grand forum de l'emploi châtillonnais pour mettre en relation les entreprises de la commune avec nos habitants, en lien évidemment avec notre territoire. Et ce second confinement de la mandature auquel nous sommes aujourd'hui confrontés nous fait nous poser une question. Soit nous faisons quelque chose de totalement virtuel, mais dans le lien parfois entre des demandeurs d'emploi et des entreprises recrutantes, c'est un peu compliqué. Soit nous décalons. Donc nous avons fait le choix de décaler. Et voilà, on est sans cesse en fait obligé de re-questionner les priorités qu'on est en train de mettre en place. Mais c'est ce que je dis, il faut quand même être résilient et en garder le positif. Ça nous oblige à nous adapter. Pour des jeunes mères, je crois qu'on doit apprendre vite. Vous parlez de mise en place de ces projets, de démocratie, de participation. À Cernay aussi, vous vouliez mettre en place une démocratie coopérative. On en avait parlé en préparant cette émission également. Ça a été un peu difficile. Les échanges sont limités au sein de la population. Oui, mais encore une fois, comme dit Nadège Azad, il faut
il faut faire preuve de créativité. Et c'est vrai que nous, c'était dans notre campagne, nous avions mis en avant les enjeux de démocratie coopérative et puis également, nous souhaitions moderniser un peu nos outils de communication. Cette crise nous a clairement obligés à le faire et beaucoup plus vite que prévu. Et donc finalement, autant la crise nous a limités sur certaines actions, autant sur ce point-là, je crois qu'elle nous a aidés à avancer plus vite et mieux. Nous avons mis en place des groupes de travail. Alors les choses se sont faites à certains moments quand c'était possible en présentiel, mais maintenant en visio, avec des outils. Nous avons au sein de l'équipe une élue qui est en charge de ces aspects-là et qui met en place des outils qui permettent, même à distance, de co-construire. Et nous avons pu comme ça avancer sur des groupes de travail, sur la cantine, sur le stationnement, sur tout un tas de sujets qui préoccupaient les Cernésiens. Et en développant les outils de communication aussi, on s'est doté d'une application qui nous permet d'envoyer des notifications assez rapidement. C'est vrai aussi que nous, on est un petit village, donc le lien, il est jamais vraiment distendu. Mais paradoxalement, alors que nous aussi, les temps de rencontre nous manquent, mais j'ai quand même l'impression et le sentiment parfois qu'au contraire, certains liens se sont renforcés du fait des attentions que l'on peut avoir les uns pour les autres. Les associations, par exemple, nous restons en contact permanent avec les associations par visio pour pouvoir les accompagner dans les reprises ou les arrêts de leurs activités. Et je trouve que tout ça nous a vraiment liés les uns aux autres beaucoup plus vite que ce qui aurait pu être mis en place dans un mandat normal. Il nous reste à peu près 5 minutes d'émission sur cette thématique de début de mandat atypique pour les nouveaux maires. Avant de faire un petit tour de table pour conclure, je propose juste de faire une pause. Nous avons la parité en termes d'invités. Nous avons 2 femmes et 2 hommes. Mais nous avons voulu savoir justement si en ce début de mandat, s'il y a eu des évolutions. Quelle était la place des femmes parmi les élus locaux? Est-ce qu'il y avait une évolution, en tout cas significative, aussi bien dans le 78 que dans le 92? Écoutez. À l'issue des 2 tours de mars et juin 2020, la part des femmes maires est à la hausse dans le 78 et le 92. Entre 2014 et 2020, leur proportion augmente de 5 points, dépassant les 22%. Les Hauts-de-Seine voient même 25% des communes dirigées par des femmes. En France, la progression est de 3 points entre 2014 et 2020. Là où il y a eu un progrès dans les Yvelines, c'est qu'elles ont été beaucoup plus nombreuses à être tête de liste en 2021 qu'en 2014. Là, elles ont été 29%, donc ce qui est quand même un très bon chiffre, alors qu'elles n'étaient que 18% en 2014. Mais malheureusement, de 29%, dans ces 29%, elles n'ont été que 23% à être élues maires. Donc c'est un écart quand même qui pose problème, qui montre que l'accès n'est pas égal pour les hommes et pour les femmes. Parmi les freins, des difficultés à convaincre les femmes de se présenter, un sentiment d'être illégitime et surtout une inquiétude à concilier les temps. De nombreux élus souhaitent garder leur profession. Le point de vue de Sonia Brault, élue en février 2019 après la démission de Bernard Debain. La maire de Saint-Cyr-l'École est réélue au premier tour en mars 2020 avec plus de 55% des suffrages. Pour elle, il s'agit du mandat le plus proche de la réalité du terrain. Comme j'étais une femme, je suis d'abord passée par le CCAS, un circuit assez connu. Et puis finalement, Monsieur Debain, mon maire, a vite compris que j'avais d'autres capacités. Et le deuxième mandat, en 2014, j'étais sa première adjointe et j'étais en charge toujours de la communication des événements, mais aussi de l'assainissement et des relations RH. L'association Elles aussi émet quelques idées, limiter les mandats de maire à 2, réélection et plus de parité au sein même des intercommunalités. Ce qu'on préconise, c'est que dans toutes les collectivités locales, à la tête, il y a un ticket paritaire. Par exemple, un homme maire, une femme première adjointe, ou une femme maire et un homme premier adjoint. Parce que ce qu'on a remarqué dans nos enquêtes, et en particulier là en Bretagne, c'est que pour être première adjointe ou être première vice-président, ça aide à devenir présidente ou maire. Dans les Yvelines, 42% des communes du département ont des femmes premières adjoints. Dans les Hauts-de-Seine, elles sont 63%. Au niveau national, c'est 33%.
Voilà pour ce petit point que nous voulions faire sur cette situation de la parité au sein des élus, alors que maintenant, ça fait presque un an que les conseils municipaux, les nouveaux conseils municipaux se sont mis en place. Pour conclure cette émission, petit tour de table. On va commencer avec vous, Pascal Pellin, pour Villeneuve-la-Garenne. Pour conclure, quelle est votre priorité sur la suite de ce mandat, avec, on l'espère pour tout le monde, un retour à la normalité peut-être? C'est faire en sorte justement que d'accompagner la population le mieux possible. Je parlais d'hyper-proximité pour tenir bon jusqu'à la fin de cette crise. La vaccination, je l'espère, va s'intensifier pour qu'on puisse sortir de cette crise et retrouver une vie normale et une joie de vivre. C'est vrai que Villeneuve est une ville où on a de difficultés sociales assez importantes et on a vraiment besoin aujourd'hui de sortir de cette crise, d'accompagner la population sur de nouveaux projets, d'avoir un avenir un peu meilleur, mais j'en suis sûr, on va y arriver très vite. Claire Chéret, pour cerner la ville, en quelques mots, votre priorité, vos priorités? Nous, nos priorités, évidemment, ça va être de pouvoir accompagner ceux qui ont été le plus durement touchés par la crise. Je pense à certains de nos commerces et de nos restaurants. Et puis retrouver très vite des moments de convivialité, des moments qui nous permettent de tisser des liens intergénérationnels. Voilà. Et puis donc, pour faire ça, en ce moment, nous mettons toutes nos forces dans l'accompagnement de chacun vers la vaccination pour pouvoir sortir au plus vite de cette crise. Quelle priorité pour Châtillon, à présent? Préservation et amélioration du cadre de vie, proximité avec nos habitants, répondre à leurs attentes, à leurs nouvelles attentes et accompagner évidemment les personnes les plus fragiles dans la crise que nous traversons. On se rend compte aussi que depuis un an, certains souffrent de l'isolement, certains souffrent de problématiques économiques. La crise sanitaire, elle se couple aussi d'une crise économique et ce sont évidemment les mairies qui seront là encore au front. Donc voilà, réussir à décliner notre projet tout en répondant aux besoins de la population. Et on conclut avec oui, à présent. Oui, assez paradoxalement, je pense que les habitants, ils ont aussi retrouvé l'intérêt d'avoir une ville dynamique, un centre-ville, des commerces de proximité. On a bien vu comment, dans les phases de confinement ou de restriction, avoir des commerçants de qualité, achalandés, qui peuvent vraiment faire vivre la ville, c'est extrêmement important. Donc, on va essayer de capitaliser sur ce regain et ce nouvel intérêt finalement pour nos centres-villes, pour impulser cette montée en qualité de la vie dans une ville, même de banlieue, même quand on prend le RER tous les jours, on a des villes où il fait bon vivre et de qualité en banlieue parisienne. Donc reprendre la main sur l'aménagement de la ville. Nous, oui, mais comme d'autres villes, on a beaucoup de pression sur la densification. Donc comment on définit dans l'intérêt de la ville ces mutations et l'accueil de nouveaux habitants. Donc voilà les gros enjeux. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Si vous nous suivez en direct, nos rendez-vous spéciaux dans le cadre des universités des mairies 2021 des Hauts-de-Seine et des Yvelines se poursuivent. Sinon, elles sont à revoir sur notre site internet en replay. On se retrouve très bientôt sur TV78.